Salut à tous, c'est Bismart. On est de retour et on est de retour pour parler pendant une heure à nouveau de ce qui est. Mais je crois que c'est. Je me demande si c'est pas la une des Échos ce matin d'ailleurs pour parler de ce qui est soi-disant le sujet de la campagne présidentielle, c'est-à-dire l'industrie. Voilà, le sujet économique qui émerge, on va dire ça comme ça, avec le pouvoir d'achat. On en est où ? Y a-t-il effectivement une forme de rebond industriel ? On a dans l'actualité là, très récente deux éléments assez contradictoires. D'un côté, donc, un bilan que fait le gouvernement sur les relocalisations poussées notamment par le plan de relance. Et puis de l'autre côté, on a déjà parlé la semaine dernière, ce que nous dit Rexecode d'une dégradation, puis alors d'une dégradation accélérée, hein, mais on va y revenir, de notre compétitivité et de notre compétitivité industrielle. Donc c'est parti, on parle de tout ça pendant une heure. Donc forcément, voilà, deux invités qui s'imposent quand on parle d'industrie, hein, même pas le choix en fait. Anaïs Voigilis, salut Anaïs, donc géographe, et alors, mais on va en parler de la société d'encouragement pour l'industrie nationale, que j'ai découvert, je dois dire. Donc voilà, tu nous raconteras ça. Et donc délégué industrie pour la Société d'encouragement de l'industrie nationale. Et Christian Saint-Etienne. Salut Christian. Salut. Donc prof à l'école des mines. Et la dernière fois qu'on s'était parlé, tu m'avais fait... Conservatoire national des arts et métiers. Conservatoire national des arts et métiers, pardon. Et l'école des mines aussi, non ? Non. Non, bon, bah Conservatoire national des arts et métiers. Tu m'avais fait un programme complet de gouvernement en 20 minutes. Donc je me suis dit, 20 minutes de programme de gouvernement de Christian. Anaïs doit avoir aussi 20 minutes de programme de gouvernement. On a de quoi, comme ça, avec vous deux, se faire une heure. Bon. Je le disais, on a des éléments alors contradictoires, je dis contradictoires, mais évidemment c'est pas forcément contradictoire, mais effet donc du plan France Relance sur les relocalisations d'activités industrielles, 782 projets depuis septembre 2020, ce qui a permis de créer ou conforter 100 000 emplois. Je dois dire que le chiffre m'a saisi. Alors 100 000 emplois mobilisant 1,6 milliard d'euros de fonds publics, 1,6 milliard d'euros de fonds publics permettant de mobiliser eux-mêmes par effet de levier 5,5 milliards d'investissements en tout sur l'industrie. Ça fait donc 160 000 euros l'emploi si c'est le cas. Et en face, donc, on a le constat de Rexecode. Alors, je lirai certains extraits de ce rapport qui est quand même un petit peu impressionnant. Mais d'abord, sur les effets du plan, Anaïs, est-ce que, de manière très immédiate, là, il y a quelque chose quand même à mettre en avant ou c'est la subvention publique qui forcément crée une forme d'appel d'air? Le plan, je le regarde toujours avec beaucoup de mesures. Parce que déjà, quand on dit 100 000 emplois conservés ou créés, quelle est la part réelle de création d'emplois sur les 100 000 ? Est-ce que c'est du 50-50 ? Est-ce que c'est 75% d'emplois créés ? Est-ce que c'est 25% d'emplois préservés ? On manque de détails. On n'en sait rien. De la même manière, quand on regarde les 782 projets, qu'on essaye d'avoir un détail sur qu'est-ce qui est vraiment de la relocalisation, c'est-à-dire qu'est-ce qui est une création ex nihilo de sites industriels, qu'est-ce qui est du rapatriement de volume sur le territoire français avec un peu d'investissement sur une ligne de production pour, par exemple, passer plus de diversité de produits sur la ligne de production. On a très peu de détails et en fait, il y a une nature de projet derrière ça qui est énorme et le gouvernement gagnerait à mettre un peu plus de clarté là-dedans. Et l'autre chose qu'on n'a pas encore... Tu sais, Anaïs, la phrase qui est maintenant célèbre depuis... C'est la précédente campagne électorale, oui. Quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. C'est ça. Voilà. Hein. Vas-y, je te laisse continuer. Quand c'est flou, c'est qu'il n'y a pas de doute, moi je dis. Quand j'ai un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Ouais. Et l'autre chose, c'est que on parle beaucoup de ces projets de relocalisation et en même temps, on sait que pour implanter un nouveau site industriel français sur le territoire national, ça prend du temps. Donc on est sur des projets, on n'est pas encore sur des choses des unités de production qui fonctionnent. Donc on ne sait pas si les engagements pris au titre des aides donnés dans le plan de relance vont vraiment être tenus. On sait toujours qu'il y a des effets d'aubaine là-dedans. Et l'autre chose, mais on y reviendra dessus, et tous ceux qui ont émis des doutes là-dessus, dont moi et dont plein d'autres, on s'est fait appeler les Cassandres par le gouvernement. Quand on a dit dès septembre 2020, mais regardez, les autres pays repartent en termes d'exportation, pas la France, et nous on augmente nos importations, regardez le taux de défaillance des entreprises qui n'est pas normal, mais ça, etc. c'est normal, Anaïs, on va en parler. La dégradation du commerce extérieur, elle est tout à fait normale. En fait, ce que je veux dire par là... Si elle est temporaire. Ce que je veux dire par là, c'est si elle est temporaire, et c'est la crise...
elle est exceptionnelle, on met des moyens exceptionnels. Et on met beaucoup d'argent public sur la table pour relancer l'industrie. Mais si on ne règle pas les phénomènes structurels qui ont amené à la désindustrialisation, alors on est vraiment sur de l'effet d'aubaine et on n'est pas sur une relance de l'industrie. D'autant plus qu'on... Et 1,5 milliard, ça ne règle pas les problèmes structurels qu'on va détailler. On a une heure pour ça justement sur le... Toujours la même chose, on annonce des chiffres aujourd'hui qui n'ont presque plus de valeur. On a 1,5 milliard là, on a l'argent mis au titre de France 2030, etc. Et d'un côté, on peut se dire c'est pas beaucoup, et de l'autre, c'est beaucoup si ça ne permet pas de créer un rebond et de l'activité pérenne sur le territoire. Christian, juste vraiment sur cet élément-là précis que donne le gouvernement, sur lequel, on le comprend bien, il va essayer de faire campagne électorale. En fait, la tendance continue d'être à la désindustrialisation. Ouais. On le voit de manière plus directe par les ouvertures et fermetures d'usines. Donc, alors, après Sobo lui-même, Alexandre Sobo, donc le patron de France Industrie, alors lui, la France a arrêté de détruire de l'emploi industriel depuis l'été 2021. Oui, mais c'est du déclaratif. Oui, mais quand on regarde sur les stats INSEE sur l'année 2021, on a continué d'avoir une baisse de l'emploi industriel. Et de manière typique, on avait beaucoup plus de fermetures d'usines que d'ouvertures de 2005 à 2020. Ouais. Là, il y a un petit rebond des ouvertures, mais de manière assez typique, on ferme des boîtes à 80-100 personnes et on ouvre des boîtes à 30 personnes. Donc, la question étant, si les 30 personnes ont des machines ultra sophistiquées qui leur permettent de faire de la valeur ajoutée et d'exporter, ça ne pose pas de problème. C'est une transformation du système économique. Mais si on continue d'avoir un effondrement de nos parts de marché à l'export, c'est qu'on a un problème majeur de compétitivité et de capacité. Oui, mais alors, attends, Christian, alors ça peut être un des premiers points sur lesquels je veux vous entendre. Parce que là, je pense qu'il y a sans doute un des sujets, un des plus profond malentendu même, autour de ces questions industrielles. C'est pourtant écrit noir sur blanc dans le rapport de Louis Gallois il y a maintenant 10 ans. La relance de l'industrie, ça n'est pas une relance de l'emploi industriel. Oui, on est d'accord. On est d'accord là-dessus. C'est ce que je suis en train de dire. Mais non, mais tu dis, on ferme des boîtes de 80 personnes pour ouvrir des boîtes de 30 personnes. Oui, mais c'est comme ça. Mais après, tu n'as pas écouté. J'ai dit, si on leur met des machines à très forte valeur ajoutée, qui font qu'ils produisent autant de valeur ajoutée qu'avant, que les 80, voire davantage. J'ai dit, c'est pas un problème, c'est une transformation de l'économie. Mais dans ce cas-là, il faut que ça se voit dans les exports. Or là, ça ne se voit pas dans les exports. On va y aller donc sur ma crainte, c'est que on remplace des boîtes de 80 par des boîtes de 30, mais sans mettre le capital productif qui nous permette de rester compétitifs. Elles sont pas plus efficaces. Voilà. Anaïs, d'accord avec ça? Productive. Juste cette idée de... Parce que compter en emploi, c'est sans doute la pire des manières de préparer la réindustrialisation. Et pourtant, c'est ce que voudront tous les gouvernements qui essayeront de réindustrialiser. Parce on sait qu'on est dans une période où il y a plein de changements qui doivent se produire, et notamment si on remet dans le cadre du changement climatique. Et l'enjeu numéro 1, c'est en effet de créer de la valeur. Une fois qu'on crée de la valeur sur le territoire, on saura la répartir avec des mécanismes X ou Y. On saura le faire. L'emploi, c'est un sujet qui est très important. Je le minimise pas. On n'a pas envie d'avoir un taux de chômage à plus de 10%, etc. Mais l'enjeu numéro 1 autour de l'industrie, c'est vraiment de la création de valeur ancrée dans le territoire. Et ce qu'on fait assez peu aujourd'hui, alors il y a deux choses, c'est que on a des projets qui viennent comme les gigafactories, ce genre de choses qui sont à certains égards, en termes de création d'emplois, des projets intéressants, mais avec souvent une technologie qui n'est pas une technologie française, donc avec des mécanismes parfois sûrement de licence, de brevet, etc., donc de la valeur qui s'échappe, et aussi des composants qui viennent du reste du monde. On n'a pas une maîtrise complète de la chaîne de valeur sur le territoire national ou européen, ce qui a tendance à nous affaiblir et de ne pas amener la pleine potentialité d'une réindustrialisation. Et d'un autre côté, on relocalise sur le territoire des productions qu'on ne penserait jamais voir revenir, comme la chaussure de sport avec le groupe Chamatex. Et là, on est sur des productions très automatisées, donc avec beaucoup moins de personnes travaillant sur les lignes de production, mais une vraie création de valeur sur notre territoire. Et le problème, c'est que la réindustrialisation, c'est complexe, c'est plein de choses qui s'entrelacent, plein de sujets qui viennent toucher les usines, alors que là, c'est beaucoup plus large que le sujet des usines qu'on met sur le territoire. Et ça, la complexité, on veut pas la traduire dans le débat.
Et l'autre chose sur les chiffres que je voudrais dire, c'est qu'on parle, il faut regarder les chiffres qu'on regarde. Il y a les chiffres les plus fiables, ce sont les données INSEE ou URSSAF. Et sur ce solde de création d'usines, c'est des données qui sont issues du travail de Trendéo, qui fait un excellent travail, mais qui travaille sur du déclaratif dans la presse. Et en général, on a tendance à dire « youpi, on crée une usine avec tant d'emplois », mais quand on enferme et qu'on détruit X emplois, on essaye d'éviter l'article dans la presse. Et donc, ça peut fausser un peu l'appréciation qu'on a des dynamiques de création d'emplois et de création d'usines ou de fermeture. Fausser un peu et même fausser beaucoup. Je ne savais pas ça, je dois te dire, Anaïs, je l'apprends. Vas-y, Christian. Je voulais dire, par rapport à ta question tout à l'heure et ta préoccupation qui est la nôtre, c'est la réindustrialisation, ce n'est pas en nombre d'emplois, c'est en part de marché, à la fois la part de marché de l'industrie française dans la valeur ajoutée de l'Union européenne et la part de marché de l'industrie française dans les exportations de l'Union européenne, puisque ça a pour avantage d'effacer toutes les questions de taux de change, ou si on se concentre sur la zone euro, on évacue toutes les questions de taux de change. Or, quand on regarde les dernières études publiées, notamment celle de Rexecode qui vient de paraître, comme je le dis devant toi depuis une dizaine d'années, on est dans une désindustrialisation massive, donc on la voit bien, cette désindustrialisation. Donc, je vais les donner les chiffres. Donc, la part des exportations françaises de biens et services dans le total des exportations de biens et services de l'ensemble des pays de la zone euro continue de diminuer de 14,5% en 2019 à 13,7% en 2020, 13,6% en 2021, plus bas niveau enregistré depuis 2000. Attends, je continue puisqu'on est dans le truc. Le recul de la part de marché française à l'exportation, donc je cite Rexecode, de biens, concerne la totalité des produits. Seuls les secteurs cuirs et peaux et boissons y échappent. L'effet de spécialisation sectorielle, ça, c'est-à-dire l'idée, ah bah oui, ça s'est mal passé parce qu'on a vendu moins d'Airbus, donc Rexecode balaye ça. L'effet de spécialisation sectorielle apparaît très secondaire et n'explique pas cette dégradation de la performance à l'export depuis le début de la pandémie, ni la nature et l'ampleur des restrictions sanitaires, ni la dynamique des prix à l'exportation, qui n'augmentent pas plus en France qu'en moyenne dans la zone euro. Tout cela n'explique pas la contre-performance française par rapport à ses concurrents européens. On retrouve dans la période récente, écrit encore Rexecode, deux caractéristiques tendancielles de la dégradation de la compétitivité française observées au cours des années 2000. D'une part, le parallélisme entre perte de part de marché à l'exportation et désindustrialisation relative. D'autre part, le caractère quasi généralisé des pertes de part de marché par catégorie de produits. Oui. Voilà. Et donc, on va mettre le graphe là, de la désindustrialisation qui continue, tel que nous l'a montré Rexecode. Le parallélisme dont il parle, c'est celui que je mets en avant depuis des années sur le fait que la désindustrialisation explique notre effondrement à l'export à cause de ce que j'appelle le paradoxe des 2 fois 80%. Nous sommes à 80% des économies de services, mais 80% des exportations mondiales hors matières premières et produits énergétiques, c'est des exportations de produits manufacturés. Donc si tu n'as pas de manufacture, tu ne peux pas exporter. On dit toujours à ce moment-là, mais on va faire de la R&D parce qu'on est intelligent, on va sortir par le haut, sauf que la R&D est faite à 80% par l'industrie. Donc tu n'as pas d'industrie, ça veut dire pas d'export et pas de R&D. Et ce que montrent les chiffres de Rexecode, c'est que le parallélisme est très impressionnant puisque sur les 20 dernières années, la désindustrialisation commence au début des années 2000. On a perdu, et c'est très intéressant parce que c'est en proportion de l'ensemble de la zone euro, de 2000 à 2021. La part de la valeur ajoutée industrielle de la France dans la valeur ajoutée industrielle de la zone euro a baissé de 4 points. On est passé de 17,9. Elle est là, c'est le graphe qui s'affiche sur formidable, Christian. 17,9 à 13,9. Donc 4 points. Mais moi, à la limite, depuis 2000, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe depuis. Et justement, quand on la regarde politique de l'offre, parce que c'est de ça dont. Et la politique de l'offre date de 2012. 2013, 2014. Est accentuée ensuite dans les 5 dernières années. Or, on continue de perdre. Alors, c'est ça le sujet. Alors, la question maintenant, c'est quels sont les fondamentaux qui expliquent cette désindustrialisation massive dans un pays qui a encore de bons ingénieurs et qui a encore des gens, des bons entrepreneurs. Entre donc CICE, pacte de responsabilité, Rexecode chiffra 40 milliards d'euros par an. Depuis en gros 2014-2015, on va dire ça comme ça, l'effort fait sur ce qu'on appelle la compétitivité coût. Oui. Anaïs, je voyais que tu approuvais, c'est... Mais pour toutes les entreprises.
Pour la totalité, pas seulement pour l'industrie. Hein. Pas seulement pour l'industrie, oui, absolument. Pour toute l'économie productive. 40 à 50 milliards d'euros. Et ensuite, avec Macron, on a compétitivité hors coût, flexibilité du travail, formation, soutien à l'innovation dans le cadre du plan de relance. Le sujet, c'est tout ça a été fait en pure perte ? Non. Ça n'a servi à rien ? Non, ça aurait été pire sans ça. Ça a limité les dégâts. Ça a permis justement de faire en sorte qu'on s'intéresse quand même encore à la France pour la production. La question maintenant, c'est comment on remonte la pente. Et c'est là où il faut prendre en compte une autre étude qui confirme ce qu'on savait sur les impôts de production. Donc l'Institut Montaigne, on va voir le graphe là aussi. Et là, on est parfaitement en phase, dis donc. La France, écoute, tu nous as demandé de bosser, moi j'ai bossé. Hein. J'avais peur de me faire engueuler. Et donc, on est passé de... Nous avons... Attends, on va voir le graphique sur les impôts de production. Donc, alors, visiblement, donc là, la Suède, nous explique-t-on, est en fait hors jeu. Parce que la Suède finance son système de protection sociale par l'impôt et non pas par des cotisations sociales. Donc, non, mais laissez-le plus longtemps, le tableau. La Suède n'est pas dans la zone euro, ils dévaluent chaque fois qu'ils ont un problème de compétitivité. Et donc, nous, effectivement, on arrive juste derrière de manière assez massive. Autour de ces impôts de production. Mais là aussi, attends, non, mais moi, Anaïs, le sujet, c'est 40, 50 milliards d'euros mis sur la table. Qu'est-ce qui me garantit qu'en mettant 50 milliards de plus, on va avoir des effets qui sont des effets différents de ceux qu'on a enregistrés depuis 2 ans? C'est ça la question que peuvent se poser légitimement aujourd'hui des responsables politiques. Alors, sur les impôts de production, moi, je vais peut-être me faire l'avocat du diable dessus. C'est pour ça que je te pose la question. Déjà, je trouve ça intéressant qu'on regarde que les impôts de production. Il y a un effort de définition à faire, parce que quand on dit les impôts de production, je pense si on demande aux gens dans la rue les impôts de production, ils vont penser que c'est quelque chose qui ne concerne que l'industrie. Or, dans la classe des impôts de production, il y a des choses qui sont payées par toutes les entreprises. Absolument. Que ce soit la CFE, la CVAE, la C3S, etc. Donc, il y a un effort de définition. Ensuite, statistiquement, ce qu'on met dans les impôts de production en France, on peut le retrouver positionné ailleurs. Alors, par exemple, dans l'étude de l'Institut Montaigne, je crois qu'il y a un impôt en Belgique qui a été exclu par l'Institut Montaigne et Mazars de la classification impôt de production, ce qui se discute. On a des effets où là, la Suède, c'est un modèle qui est toujours vanté d'un côté et puis de l'autre, on ne le vante pas. Non, c'est juste non, là... mais ce que je trouverais intéressant, c'est que le vrai effort, OK, il y a 100 milliards d'impôts de production. Il y a 130 milliards d'aides publiques et de subventions aux entreprises. Donc, la véritable... de mon point de vue, si on veut vraiment faire l'analyse jusqu'au bout, c'est de dire quelle est toute la fiscalité en France, quelles sont toutes les aides et quelle est l'efficacité de tout ce bazar. Et on apaise le débat, parce que là, aujourd'hui, on a les économistes d'un côté qui nous disent « bouh, les impôts de production », on a ceux qui nous disent « bouh, les aides publiques », et non, le problème, c'est peut-être un équilibre à trouver entre les deux. Par ailleurs, sur ce qu'on peut dire sur les allègements de charges qui existent, 1993, première réforme des allègements de charges en France sous Balladur, donc c'est quand même un débat qu'on a depuis un certain temps, c'est que le CICE, il a assez peu touché l'industrie, puisque c'était limité à 2,5 fois le SMIC. Et dans l'industrie, on a des salaires aujourd'hui qui sont plus élevés. Et puis, la réflexion sur la fiscalité, elle ne peut pas nous exonérer d'une réflexion sur ce qu'on produit en France, comment on le produit, la productivité de nos... On va y aller, mais restons sur la fiscalité. Christian, c'est vrai, et moi j'entends énormément d'industriels dire... Ils sont preneurs du deal que semble mettre sur la table Anaïs, c'est-à-dire, oui, bazardons tout ça. Et il y a tellement de temps qu'on le dit que je me demande pourquoi il n'y a pas eu un audit complet et de l'ensemble de ces aides et de l'ensemble de ces prélèvements qui a été fait de manière un peu sérieuse. Alors, je pense qu'il y a 2 raisons. La première, c'est que ce n'est pas les mêmes qui reçoivent des subventions et ceux qui payent les impôts de production. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième, c'est que je me méfie beaucoup du terme aide, parce que très souvent, ce sont des réductions d'impôts totalement tarés. Et donc, on affiche
c'est la tradition française depuis 200 ans d'afficher des taux d'imposition extrêmement élevés pour flatter l'envie de la population. Et en même temps, comme c'est insupportable en termes de compétitivité, par derrière, on vient faire des réductions qui se voient beaucoup moins et qui font que ce soit supportable. Donc, si on fait ce que tu dis, non seulement il faut réduire les aides, mais à ce moment-là, il faut réduire les taux d'imposition partout au niveau de la compétition. Mais alors, le grand soir dont on parle ici, c'est un grand soir qui, in fine, si on veut rétablir la compétitivité, coûtera, parce que la base des problèmes fiscaux de la France, c'est une dépense publique qui est beaucoup plus élevée qu'ailleurs. Donc, quelle que soit la façon dont on paye, ça se retrouve dans les coûts de production. Donc, tu ne peux pas avoir de vraies réformes fiscales en France si tu ne fais pas une réforme massive simultanément de la protection sociale et de la fiscalité. Les deux sont intimement liés. Et puis c'est un outil de clientélisme, on peut se le dire quand même, hein, l'ensemble de ces subventions à la production. C'est-à-dire, c'est aussi l'un des cœurs du truc. C'est-à-dire que tu ne subventionnes pas forcément avec ces outils-là ce qu'il faudrait subventionner en termes d'efficacité, de compétitivité, d'innovation, de modernité. Ça, c'est lié à la stratégie et à la vision qu'on a de l'industrie. C'est-à-dire que plus on aura une vision de pourquoi on veut réindustrialiser claire, plus on sera apte à mieux flécher les aides qu'on va donner. Mais il y a un truc dans le graphique, moi, qui m'interroge, c'est le Royaume-Uni. 1,1% de taux de production. Nous, on est à 4,7 de points de PIB en termes d'impôt de production. Ouais. Royaume-Uni, 1,1%. Ouais. Royaume-Uni, le pays le plus désindustrialisé de l'Union européenne. Ouais. Donc, il y a quand même un truc de ne pas se dire c'est parce que c'est plus haut que c'est que comme ça qu'on explique le différentiel. Alors, il y a un autre, on l'a pas là, mais je l'ai en tête parce qu'il m'avait sidéré, c'est les coûts horaires de main-d'œuvre pour la production industrielle. Donc, on est, je crois que vous êtes à peu près d'accord, à 40 € de l'heure environ, hein, en gros, sur la France et sur l'Allemagne. Et on est effectivement, alors sur l'Italie, on est à 27-28, mais l'industrie italienne va bien. Mais on est effectivement aussi à 27-28 € de l'heure en ce qui concerne la Grande-Bretagne, avec, comme tu le dis, pourtant une désindustrialisation très importante. Et la Suède, on a un niveau horaire qui est plus élevé que la France et l'Allemagne. Il y a d'autres pays qui maintiennent une base industrielle. Donc on a quand même un problème qui est spécifiquement français et qui est lié aussi à un moment à des choix qui sont faits à la fois par les acteurs publics et les acteurs privés. Ça veut dire, mais alors, est-ce que ça veut dire que dans ton esprit, Anaïs, et on va aller ensuite sur le hors-coût sur lequel tu insistes beaucoup, on est arrivé au bout, en fait, d'une politique de compétitivité coût. Christian nous dit non, il faut continuer et mais c'est les coûts globaux de la nation qu'il faut baisser. C'est les coûts globaux. On ne peut pas continuer d'avoir 9 points de PIB de dépenses publiques de plus que la moyenne des 18 autres pays de la zone euro. Oui, mais si tu lises tout ça pour l'industrie, à la limite, ok, tu le payes d'une autre manière, mais si tu lises tout ça pour l'industrie, elle n'en supporte plus le poids de cette dépense publique. Oui, mais à ce moment-là, il ne faut pas passer par... Alors, c'est toute la question des meilleurs modes opératoires. Il ne faut pas passer par des outils généraux. Si à un moment donné, on décide d'aider l'industrie, c'est pour ça qu'avec un camarade, on sort un bouquin sur la réindustrialisation du pays et on propose des mesures spécifiques qui visent à réduire très fortement le coût d'acquisition des deux choses clés qui sont les robots et le numérique. Puisque la réindustrialisation, il faut bien toujours le dire, ça passe par, c'est pas remettre des aciéries place de la Concorde, c'est robotiser, numériser la totalité du système productif. Et donc, si on veut robotiser, numériser, à ce moment-là, il faut avoir un package sur ce sujet-là, parce que ça... Et donc, ça veut dire pour toi... un des principaux gagnants du CICE, ça a été la grande distribution. C'était pas l'objectif visé. Et la Poste. Voilà. Et la Poste. Donc, en termes de menaces de délocalisation, ça se pose là. Attends, mais ça veut dire que pour toi, la mesure fiscale efficace, je vais rester là-dessus et puis on va aller sur autre chose ensuite, c'est suramortissement massif. Voilà, exactement. Moi, je propose un suramortissement, y compris en 3 ans, de toutes les machines modernes, numériques, tout ce qui est robotisation, pour telle sorte que les entreprises françaises, quand elles ont un choix à faire, le choix qui a été fait par Renault et Peugeot, ça a quand même été rappelé, on avait une grande partie de l'effondrement de notre situation industrielle, ce sont les choix faits par Renault et Peugeot de produire leurs voitures au Maroc et en Turquie plutôt qu'en France. Quand ils ont fait ces choix, ce sont des choix qui remontent à il y a 15 ans. Et quand ils ont fait ces choix,
que ce soit Gosn à l'époque ou les prédécesseurs de Tavares, disaient que l'ensemble des coûts en France faisait que pour une voiture qui sortait d'usine, ça coûtait, selon le modèle, entre 800 et 1200 euros de plus de produire en France qu'au Maroc ou en Turquie. Bon, si les réformes qu'on fait là, on les avait faites il y a 15 ans, il est possible qu'à ce moment-là, ils auraient décidé de continuer de produire en France. Et le problème, c'est quand ils partent de France, tous les sous-traitants quittent la France aussi, donc ça constitue une désindustrialisation. Et on citait tout à l'heure l'exemple de la Suède. La Suède préserve son industrie comme des bijoux de famille depuis toujours. Et ils ont notamment massivement toujours favorisé les entreprises familiales. Tous les grands groupes industriels suédois sont très liés à des familles. Donc, qui ont constitué des fondations. Peugeot était au moment où les décisions dont tu parles, Peugeot était encore une forme d'entreprise familiale. Tu sais que ça les a pas empêchés de se barrer. Non, mais ils ne sont pas complètement barrés non plus. Non. Mais d'ailleurs, ils sont finis ruinés. D'ailleurs, tu sais que d'ailleurs, au moment où ils ont été en grande difficulté, où les Chinois et l'État sont rentrés au capital, il y a eu dans la presse des articles pour dire si Peugeot est en difficulté, c'est qu'ils n'ont pas assez délocalisé. Donc la famille avait quand même essayé de surtout tenir. Ils ont refusé l'ouverture du capital. Mais on revient pas sur ce sujet, mais voilà. Renault, qui était à capitaux publics, avait délocalisé beaucoup plus que Peugeot, qui était une boîte privée. Donc la question, ce que je voulais dire aussi, c'est que quand tu perds des savoir-faire pendant 15 ans, tu fais pas ça pour te réindustrialiser. Parce que produire, ce sont des compétences qui s'acquièrent en le faisant. Alors, on va y aller dans la deuxième partie. Je voudrais juste l'avis d'Anaïs sur sur un suramortissement, c'est-à-dire une campagne massive de suramortissement où là, effectivement, réservé aux machines et outillages et numérique, et rien d'autre. Tu sais vraiment pourquoi tu fais de la dépense fiscale, ce que Bercy appelle de la dépense fiscale. Oui, dans l'absolu, oui. Mais il faut, encore une fois, il faut que ce soit des investissements qui sont pertinents. C'est-à-dire que moi, je ne crois pas que pour avoir vu et voir quotidiennement un certain nombre d'usines, il y en a où on n'a pas besoin d'être sur de l'automatisation de bout en bout. On a besoin d'une meilleure maîtrise des données, pour une meilleure maîtrise des paramètres influents de production. On a besoin d'évaluer sur les différents points de la ligne de production, là où on va mettre de la cobotique, là où on va mettre autre chose. Ils n'investiront pas dans ce cas-là, c'est pas grave. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas aller dans le mythe de c'est la numérisation qui va nous sauver. Il faut vraiment le voir au cas par cas, en fonction des marchés que les entreprises visent, etc. L'autre chose qui pourrait être intéressante dans un cadre d'évaluation de notre fiscalité, c'est de voir aussi les avantages qu'apporte notre dépense publique sur les infrastructures qu'on offre aux entreprises, sur les formations. C'est des choses qui sont... mais c'est là où, mais c'est pas là où on dépense. C'est là où tu as un problème, quoi. C'est que les infrastructures se dégradent à vitesse grand V, quoi. Ok, la France est clairement en perte de vitesse pour plein de points. Mais c'est des éléments qui sont difficilement évaluables de manière quantitative, mais qui peuvent apporter un surplus qualitatif, parce que l'Allemagne est aussi en retard d'investissement dans ses infrastructures au regard de l'équilibre budgétaire qu'elle a voulu préserver. C'est la même chose en Italie. Et la France, même si ça se dégrade un peu moins que les autres. Et c'est des choses qu'il faudrait réinjecter dans la réflexion pour dire, ok, la dépense publique, elle est élevée, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? C'est pour avoir un débat. C'est toujours avoir un débat juste. Oui, bien sûr, mais quand on parle de la dépense publique, au niveau où on en est, heureusement quand même qu'on se dégrade un peu moins vite que les Allemands. Heureusement. Mais je pense que c'est important d'avoir. J'essaye toujours d'avoir une position objective là-dedans. Moi aussi sur ce point, mais quand on a 9 points d'écart, je rappelle simplement par rapport à ce que dit Anaïs, quand on a 9 points d'écart de dépenses publiques, il y a 7 points en titre de la protection sociale. Donc sur les 2 autres points, il y a des morceaux de défense nationale où on dépense plus que les Allemands, et je pense qu'il faudrait dépenser encore beaucoup plus dans le monde dans lequel on est. Il y a un peu plus d'investissement dans les infrastructures, donc il ne s'agit pas de couper stupidement. Mais très clairement, il y a 3-4 points de dépenses de protection sociale qui passent par une transformation du système, et notamment une grosse réforme des retraites qui entraîne des tas d'autres réformes sur le plan de la santé. Je l'ai déjà raconté, le lendemain du jour où Emmanuel Macron annonce son plan pour les centrales nucléaires, le patron de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, il est invité d'RTL le matin. Et le gars, je t'assure, il était en position de dire « Non mais attendez, vous êtes gentils les amis, mais moi aussi les 40 à 50 milliards, j'en ai besoin pour renouveler l'ensemble de mes réseaux. » Non mais tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'avec ce niveau de dépenses publiques, tu es quand même aujourd'hui avec des opérateurs publics qui sont
essentiels à l'industrie. On parle de l'énergie, on parle du ferroviaire, qui sont dans un état de misère. Oui, mais profonde. Là, tu as des restructurations que tu peux faire. Tu dois avoir 27 000 km de voies ferrées. Tu dois avoir 80% du trafic sur 5 000 km. Donc la question, c'est, on a fait un passage de quelques centaines de kilomètres au privé. Ça coûte plus du tout d'argent public. Et c'est le privé qui a réinvesti sur ces quelques centaines de kilomètres pour améliorer les transports de marchandises. Oui, mais il n'y a pas eu de baisse de dépenses publiques en face comparable à ce qu'on avait laissé. Non, voilà, c'est ça le problème, c'est que tu t'externalises comme les autoroutes. Oui, mais attends, à ce moment-là, la question, c'est pourquoi il n'y a pas 10 000 kilomètres de voies ferrées qui sont transférés au privé s'il y a une appétence du privé. Bon. En fait, il y a deux choses à différencier. Il y a le niveau de défense publique et l'efficacité. C'est-à-dire on est d'accord. Il ne faut pas réduire sans travailler sur l'efficacité. Oui, mais l'efficacité est très mauvaise aussi. Vu on marque une pause, de l'école. Les amis. On marque une pause et on se retrouve dans un instant. On repart, les amis. Donc, effectivement, l'idée d'une stratégie systémique, on va dire ça comme ça, d'une stratégie globale, est évidemment l'idée sans doute la plus intéressante pour l'industrie. Donc, société d'encouragement pour l'industrie nationale, on va voir ça, Anaïs, j'ai fait des petites captures d'écran si elles arrivent, parce qu'il y a donc rencontre industrie et territoire, donc vous pouvez aller voir ça sur le site qui est très bien fait. Et puis si on peut voir celle d'après, est-ce qu'il y a ce que vous voulez faire ? Voilà, donc et j'ai l'impression que l'ensemble de ces éléments-là qui s'affichent sur l'écran, c'est-à-dire qu'en gros, parler d'industrie, mettre l'industrie dans les territoires, dans le débat public, c'est ce que je disais en sommaire, c'est fait, Anaïs. Tout le monde ne parle en fait que de ça. Alors, moi, c'est ce qu'on m'a dit. Et en fait, ça me fait rire, parce que la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, s'il y a une société qui est légitime pour le faire en France, c'est bien eux, ils ont 220 ans. Ça a été créé en 1803 ou 1804. Et ils ont toujours eu à cœur de promouvoir et de diffuser la question de l'industrie dans le débat public. Donc saint-simonien, grande tradition philosophique française. Et c'est aujourd'hui... on n'a jamais autant parlé d'industrie, c'est vrai, mais depuis mars 2020, je pense que vous vous souvenez sûrement de avant, quand on parlait d'industrie, on était quand même en général un peu des doudingues, hein. On était des gens, on n'était pas beaucoup, on se comptait sur les doigts d'une main. Depuis Gallois, ça c'est un peu amélioré. Il y a eu une rupture avec le rapport Gallois, toute la politique de l'offre. Stéphane, quand j'ai commencé à faire ma thèse en 2014, je me suis dit comment on peut industrialiser la France. Les gens m'ont regardé, ils m'ont dit mais... T'as pas autre chose à faire de ta vie. Il y a un moment, c'est une question qui ne se... Et d'ailleurs, il y a des gens qui disent l'industrie, c'est mort pour la France. Et la question, elle se pose vraiment légitimement parce qu'au regard du retard qu'on a pris et du coût de rattrapage qui est conséquent, parce qu'on parlait des savoir-faire et de l'investissement, mais on a tellement sous-investi dans nos usines qu'on a des entreprises qui savent faire plein de choses, mais qui n'ont pas la masse critique pour affronter certains mastodontes mondiaux. Et on a perdu un peu une envie d'industrie. Il y a toute une culture industrielle aussi chez les financeurs qui s'est perdue au fur et à mesure. Donc oui, aujourd'hui, le débat, tout le monde en parle, mais des gens qui ont une vision très claire de comment réindustrialiser, il y en a pas tant que ça. Et en disant ça, je prétends pas l'avoir, mais il faut maintenir le sujet dans le débat public. Et la démarche de la Société d'encouragement, ça a quand même été d'organiser des événements. Et je crois que... Christian Saint-Étienne est sûr, oui, absolument. Il est contributeur. J'ai été regarder les contributeurs et Christian est contributeur. Alors, tout à fait. Il nous a fait l'honneur de venir conclure un de nos événements, mais on est allé faire des conférences dans différentes régions. On est allé notamment à Lyon, à Mulhouse, à Toulouse, et on va continuer parce que l'objectif, c'est aussi de faire parler des industriels et des acteurs publics qu'on n'entend pas habituellement dans le débat public. Et c'est de comprendre comment eux, dans leur territoire, ont fait des choses et qui ont permis de maintenir une activité. C'est-à-dire qu'on parle toujours de ce qui ne va pas, mais malgré tout le tableau qu'on dresse, il y a des entreprises industrielles qui restent sur le territoire et qui sont même leaders européens ou mondiaux dans leur secteur. Et donc ce qui est intéressant, c'est de comprendre, admettons qu'on n'arrive pas à changer le cadre dans lequel on est, comment est-ce qu'on peut maintenir ces activités et s'inspirer aussi des bonnes pratiques. Moi, je crois beaucoup à la preuve par l'exemple, et donc montrons aussi ceux qui réussissent et qui contribuent à créer de l'activité dans les territoires, et surtout, une chose qui me semble primordiale, c'est qu'on a des chefs d'entreprise qui ont conscience de leur rôle au service de la nation. Ça, c'est clair.
Et ça, c'est important. Ils sont très, très attachés. C'est important de le valoriser aussi. Est-ce que l'aéronautique est l'exemple parfait, le modèle à suivre pour essayer de reconstituer un tissu industriel? Bien sûr. L'aéronautique. Bien sûr, vient de dire Christian Saint-Etienne. Donc vas-y, Anaïs, et puis. C'est un très bon exemple. Mais l'aéronautique, c'est ce qu'on avait autrefois dans l'automobile, des filières très organisées où on a un grand donneur d'ordre et on a toute la chaîne de sous-traitants à proximité. Là où ça pose quelques questions, c'est parfois le rôle de ces donneurs d'ordre à l'égard de leurs sous-traitants qui est parfois plus un rôle de prédation, c'est-à-dire on tire beaucoup sur les prix, on ne paye pas forcément les sous-traitants à temps. C'est-à-dire la loi LME est venue réduire les délais de paiement, mais on a encore des retards de paiement qui ont un impact sur la trésorerie des entreprises et qui créent un déficit, par exemple, à Allemagne, où globalement les entreprises payent à 30 jours. C'est demander aux sous-traitants, aux petits sous-traitants de faire des développements et derrière ne pas leur confier des productions. Donc il y a quand même des choses qui peuvent être améliorées pour avoir une démarche plus vertueuse en termes d'écosystème. Et c'est ce qu'il faut qu'on reproduise ailleurs. Là, tout le monde parle du vélo. Il faudrait faire la même chose dans le vélo. Sur ce que tu viens de citer là, moi, je peux témoigner, parce qu'en l'occurrence, sur des cercles confidentiels, mais je discute très régulièrement avec de très grands acheteurs, de très grands groupes. Ce que tu viens de décrire là, c'est-à-dire cette idée de co-construire, de confier à des sous-traitants effectivement des programmes de développement, mais de signer en parallèle des engagements très très fermes et pluriannuels. Ça, c'est vraiment aujourd'hui au cœur de leur réflexion, Anaïs. C'est-à-dire, là, il y a eu l'aéronautique. Oui, mais là, dans vraiment d'autres secteurs, il y a vraiment une prise de conscience très très forte. Là, tu as raison, en partie liée à la crise Covid. C'est-à-dire qu'à un moment, on s'est rendu compte que les relations de confiance étaient finalement les seules relations qui te protégeaient vraiment dans une réelle crise où tes sous-traitants, tu perdais le contact avec tes sous-traitants. Donc là, je crois qu'il se passe vraiment quelque chose. Il y a une bascule et il faut que ça se fasse de manière durable. Et c'est le seul moyen de permettre à des TPE et PME de se développer. Tout à fait. En fait, aujourd'hui, en France, on a plein d'activités industrielles. Dans l'imaginaire des gens, l'industrie, c'est forcément la cheminée qui fume, qui pollue, etc. Il y a beaucoup de gens qui habitent à côté ou à proximité d'activités industrielles et qui ne le savent pas, puisque ce sont des activités finalement assez peu visibles, peu confidentielles, pas des biens de grande consommation. Mais on sait faire beaucoup de choses. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des entreprises qui ne savent pas gérer la masse. Alors, est-ce que la France peut reproduire un jour la grande série avec l'automatisation, etc. La question se pose. C'est pour ça que je voulais faire mon avantage fiscal. Mais il y a besoin, de toute manière. On a 17 ans de moyenne d'âge dans l'outil productif avant la crise. Là, avec les phénomènes d'automatisation, on s'améliore. On est un pays moins robotisé que l'Allemagne et l'Italie. Enfin, il y a besoin d'investir massivement dans l'outil de production pour gagner des points de productivité et de compétitivité. Non, mais ce qui est dingue, c'est que c'est écrit noir sur blanc dans le rapport Gallois il y a 10 ans. C'est ça qui est. Mais il faut qui est fou, les TPE pour croître, et les PME aussi, elles ont besoin aussi d'avoir un peu une vision de long terme. C'est-à-dire que quand on investit dans un cobot ou certains petits robots industriels, on n'est pas sur des investissements très lourds, on a un ROI assez rapide. Mais quand on va sur des investissements qui vont se faire sur un ROI de 7 à 10 ans. Dans ce cas-là, on a besoin aussi d'avoir une garantie, d'avoir certains volumes. Alors, je ne dis pas que tout doit être planifié, administré, mais il faut donner aussi de la visibilité à ces entreprises pour leur donner envie d'investir et aussi changer leur culture parfois, parce qu'on a lien de dépendance crée aussi des entreprises qui n'ont pas forcément une culture commerciale. Mais c'est de ça dont on pourra parler si on a le temps de parler des fonderies justement et de l'industrie automobile. Mais quand tu dis l'aéronautique est un modèle, Christian, moi en fait je ne crois pas. Je vais me faire l'avocat du diable. C'est une situation, peut-être même dans l'histoire industrielle, qu'on n'a jamais retrouvée. C'est-à-dire un duopole. En plus, là, Boeing, enfin les derniers chiffres sont très très préoccupants pour Boeing. Donc là, on est quasiment sur une situation de monopole pour Airbus. C'est créer une situation invraisemblable, en fait. Les Chinois, ils ne sont pas arrivés, les Brésiliens, ils ne sont pas arrivés, les Canadiens, ils ne sont pas arrivés à faire des avions concurrents d'Airbus. Ça veut dire qu'ils ne sont pas mauvais, en fait. Ça veut dire qu'ils ne sont pas mauvais, mais je ne sais pas si tu peux... Si tu dis l'industrie automobile, où tu te retrouves avec une concurrence acharnée, avec une vingtaine de constructeurs qui sont capables de faire exactement la même chose que tu fais, je ne sais pas si tu peux utiliser les mêmes recettes. Écoute, je vais prendre exactement les deux exemples. Tu prends l'aéronautique. Ça fait une quinzaine d'années, et Gallois d'ailleurs a été à la tête d'Airbus. Bien sûr. Et ça fait une quinzaine d'années qu'il y a eu une vraie politique d'intégration de la filière
parce qu'ils avaient compris. Alors, ce qui se passe, il y a un point commun entre l'aéronautique et l'automobile, c'est que dans les deux cas, la valeur ajoutée des donneurs d'ordre, c'est entre 20 et 30% de ce qu'on vend. 60, 70% et voire 80% et dans les sous-traitants. Et donc, en réalité, ça fait une vingtaine d'années qu'il y a eu ce basculement et c'est généralisé depuis 15 ans. Il y a une co-construction des nouveaux produits, c'est-à-dire que Airbus décide de faire un nouvel avion, et puis ils vont confier, y compris la recherche et développement de blocs entiers, à des sous-traitants de premier rang, qui de facto font partie de l'entreprise Airbus. On pourrait la concevoir comme un groupe avec les principaux sous-traitants. Et les principaux sous-traitants ont continué cette politique, notamment après la crise de 2008-2009, où ils ont apporté de l'argent pour permettre à leurs sous-traitants de deuxième et troisième rang de survivre. Alors, ils l'ont fait aussi dans l'automobile. Alors, néanmoins, ce que Airbus a réussi, c'est quand même de faire des avions qui étaient en avance sur ce que faisait Boeing. Tout à fait. Alors que Peugeot et Renault ont toujours échoué dans les véhicules haut de gamme, qui sont ceux qui rapportent le plus. Alors, il y a des évolutions positives. Peugeot s'améliore avec la gamme DS, ainsi de suite. Mais l'évolution a été plus difficile. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le luxe fait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'ils sont extrêmement attentifs aux sous-traitants. Chanel a beaucoup investi dans les 10 dernières années dans la quinzaine de professions extrêmement fragiles qui permettent in fine de sortir des tissus ou des agréments de vêtements qui sont de très très grande qualité. Il y a aussi, à contrario, le rôle destructif de l'État sur la pharmacie qui, en laissant la politique du prix des médicaments à la Sécu, sans avoir de vision globale de la filière, a fait baisser les prix beaucoup plus qu'ailleurs, au point que toute la R&D est partie ailleurs. Donc, je conclus en disant que la seule façon de réindustrialiser la France, c'est une co-construction de filières avec des politiques publiques, des politiques privées et des groupes qui investissent sur la durée. Et c'est comme ça qu'on peut réindustrialiser. Oui, mais alors... Il y a des domaines où on réussit. On concrètement, effondrement du diesel, fonderie d'aluminium, on n'en a plus besoin. Et l'industrie automobile, force est de constater qu'à aucun moment, ils ont participé... Alors, parce que c'était une situation... moi, je ne leur en veux pas. Ils ont continué de faire des commandes à ces fonderies, et au bout d'X années de commandes à ces fonderies, comme ils font plus du tout de bagnoles utilisant ces productions, ça c'est clair. Parce qu'ils l'ont mis au Maroc et en Turquie, il y a un moment, ils commandent plus. Mais en même temps, on regarde ce que fait Renault et Peugeot, notamment Renault dans le Nord, où ils sont en train de construire à partir de zéro toute une filière de production de véhicules électriques. S'ils réussissent, à ce moment-là, ça sera une réindustrialisation exemplaire sur l'automobile. Mais il y a plein d'autres domaines où on doit faire ça. Et là, je voulais juste... La filière, c'est vraiment c'est la seule façon de s'en sortir. C'est la clé. Si tu parles à Gallois, il est sur la même ligne. D'accord avec ça. La filière, c'est la clé. Mais une filière dans laquelle l'État mène une politique cohérente avec les acteurs sur la durée. Anaïs ? Oui, après la filière, il faut toujours se dire que c'est un truc qui est très français. Par exemple, ça pas, quand on parle de filière en Allemagne ou en Italie... Mais ils le font de facto, sans le théoriser. Mais mais parce que nous, on a ce sujet de politique de filière qui est hérité en fait des années gaulo-pompidoliennes, où on a vraiment... Je ne suis pas sûr, Anaïs, parce qu'ils le font en Allemagne. Tout le monde ce sont les chefs de filière là-bas qui font le boulot de l'État en France. C'est-à-dire que c'est eux qui disent aux banques que vous allez financer un tel. Ce que je veux dire, c'est que l'approche en filière en France, aujourd'hui, elle est pas optimale, à la fois en termes de dialogue. Aujourd'hui, elle l'est pas, on est d'accord. Entre les entreprises et les syndicats, par exemple, si on regarde ce qui se passe au sein des conseils nationaux de l'industrie et après les comités stratégiques de filière, on se rend compte qu'il y a des décisions qui sont prises d'un côté par les entreprises, avec peu de dialogue social, alors que le dialogue social est quand même un élément important, que beaucoup d'entreprises en France aujourd'hui ne se retrouvent pas dans une filière ou dans une autre. Par exemple, quand on est une fonderie, on est plutôt dans la filière métallurgie, mais le donneur d'ordre principal peut être un acteur de l'automobile. Donc il y a besoin un peu de clarifier. Et puis je pense,
d'inverser la tendance, c'est-à-dire de réfléchir en problème et après d'organiser la réponse au problème, plutôt que d'avoir ces gros mastodontes, et donc absolument pas de flexibilité. Les filières, les fonderies aujourd'hui, alors il y a certes le passage du diesel au thermique. On sait aussi qu'il y a des fonderies où on arrêtait les commandes et elles ne faisaient pas des pièces qui étaient des pièces concernant le bloc moteur. On a aussi des fonderies qui à un moment ont voulu se diversifier et elles étaient tellement saturées de volume avec des marges très serrées de la part des constructeurs automobiles qu'elles n'avaient pas les moyens d'investir pour se diversifier. Donc la situation, elle n'est pas aussi binaire qu'on le voudrait. Et l'autre enjeu aurait été de dire, très bien, j'ai plus besoin Renault ne veut plus s'approvisionner auprès d'MBF, par exemple, en Franche-Comté. Qu'est-ce que je peux faire pour cette filière? Est-ce que je peux, avec les compétences collectives et l'outil productif, aller adresser d'autres secteurs? Exactement. Comment je me mets en position d'adresser ces autres secteurs? Et l'autre chose qu'on aurait pu envisager... Cette réflexion stratégique, on ne la fait plus. Non, ça fait 15 ans qu'on l'a fait plus. On l'a abandonné parce qu'on... je veux dire, on n'a pas de gens. Oui. Non, mais j'entends. Pour penser absolument. Ça. Et l'autre chose, après, enfin, ils se sont réveillés trop tard, quoi. Qui peut se... 10 ans trop tard, à peu près. Qui peut se négocier avec les grands donneurs d'ordre. Enfin, en général, pour avoir accompagné quelques sessions de sites industriels jugés non cœur de métier ou autres, on peut très facilement négocier des contrats dégressifs en volume, en disant de 3 à 5 ans, on est en volume année 1, on est en plein volume, année 2, 6, année 3, avec éventuellement un accompagnement sur l'investissement. Mais ça nécessite une stratégie au cas par cas, site par site, où on se dit qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que fait celui qui abandonne et qui avait créé parfois un lien de dépendance. Il se approvisionne ailleurs et il avait créé un lien de dépendance économique. Quel est le rôle de l'État et des pouvoirs publics là-dedans? Et dans la situation de ces fonderies, c'est dramatique parce que chacun attend la réponse de l'autre. Oui, mais il faut juste tempérer ça par la violence en fait de la mutation qui a été demandée à l'industrie automobile. C'est-à-dire l'idée de prévoir à 5 ans, en fait c'était totalement impossible vu les exigences réglementaires européennes qui leur sont tombées dessus du jour au lendemain. Attends, parce qu'il faut qu'on avance. Vous êtes d'accord sur un truc tous les deux, c'est super ministère. C'est absolument indispensable. Oui, mais super ministère, c'est pas... Super ministère regroupant le métier japonais. Là. Oui, mais c'est pas en le confiant des énarques. Hein. C'est un super ministère où tu as des réunions ouvertes par mais filière. Ça veut dire que tu as l'industrie, tu as l'énergie, tu as l'écologie... Non, enfin, l'aménagement du territoire. Non. Le super ministère pour moi, c'est industrie, énergie et recherche innovation. Et recherche innovation. C'est les 3 blocs qui sont intimement liés. Mais je voulais revenir à la question qui était sous-jacente à toute notre discussion. Donc, comme tu viens de le dire, en fait, sur les 20 dernières années, on a pris 10 ans de retard. C'est le solde de ce qu'on peut dire sur les 20 dernières années. Alors même qu'il y a 10 ans, avec le rapport Gallois, on a essayé, mais on est arrivé trop tard, si je puis dire. Maintenant, la vraie question, c'est celle que tu posais au début de l'émission. Bon, est-ce que c'est foutu? Donc on se suicide à sortir de l'émission. Ou est-ce qu'on peut encore s'en tirer? Et là, il y a 2 éléments qui, pour moi, sont clés. D'abord, tout ce travail par filière. Mais ce travail par filière, entre guillemets, il doit être fait à l'allemande et pas à la française. À l'allemande, c'est-à-dire qu'autour de la table, si tu as des comités de 12, tu as 6 industriels, tu as 3 financiers, capitaux investisseurs, et tu as max 3 mecs de l'administration. Hein, c'est pas, parce que la façon française, c'est 10 mecs de l'administration qui expliquent aux industriels et aux financiers ce qu'il faut faire. Donc ça, il faut le faire à l'allemande, sinon on ne réussira pas. L'autre point qui me semble important, il faut absolument rappeler, qui est absolument pas connu, hein, mais que le tiers de l'industrie française est en fait opéré par des investisseurs internationaux. Et je pense qu'un des atouts qu'on a pour rattraper, c'est d'attirer massivement des grands industriels internationaux qui disent finalement les Français ont changé et mes usines, je vais les réouvrir en France. À ce moment-là, tu n'as pas les problèmes de compétences puisqu'au fond, ils amènent les savoir-faire, les compétences, les technologies. Et ce qui nous importe à l'instant de positionnement où nous sommes, c'est quand même qu'on produise en France pour exporter afin de régler le problème du déficit extérieur. Ouais. Et pour faire ça, les politiques globales de réduction de la dépense publique, de suramortissement massif pour les investissements, avec une nouvelle réduction des coûts de production, dans un contexte où on réfléchit à l'efficacité de la dépense publique globale, c'est quelque chose qu'il faut faire impérativement. Et là, je pense que
Alors, on me citait très récemment encore. Il y a eu 2 investissements qui devaient être faits à Dunkerque, un de 2 milliards d'euros et l'autre d'1 milliard d'euros dans des investissements de chimie de spécialité. Et il y a 4-5 ans, et on a demandé des aides au ministère de l'Industrie qui a répondu, enfin qui n'est pas un ministère en l'occurrence, qui est une division de Bercy. Et ils ont répondu non, mais nous on est dans les startups, on est dans la numérisation, on veut plus ces activités. Donc c'est là où il faut des politiques aussi de long terme. Il nous reste 10 minutes. À un moment, je crois que c'est toi vous êtes tous les deux d'accord là-dessus. La renaissance industrielle renvoie à un choix de société. Et là, moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est les dernières déclarations de Barbara Pompili autour du lithium, où elle dit, donc c'est quand même notre ministre de l'écologie, qui dit il faut qu'on rouvre des mines. Voilà. Oui, parce qu'on ne peut pas aller chercher uniquement les minéraux dans des pays africains. Et voilà, et on sait qu'en ce moment, il y a en Alsace notamment un projet de mine de lithium qui n'arrive pas à voir le jour. Est-ce que ça peut être un bon exemple? Très franchement, j'ai suivi ça. Il y a eu un très important projet de Rio Tinto en Serbie, qu'ils n'ont pas pu faire, parce qu'en fait, les gens ne veulent pas qu'on rouvre des mines, tout simplement, toujours autour du lithium, parce qu'en fait, il y en a beaucoup, du lithium. Et je pense que là, on va être sur sans doute un bon exemple des choix profonds de société qu'on est capable de faire ou pas. Alors, de toute manière, en fonction des orientations de société qu'on veut prendre, on ne va pas avoir les mêmes stratégies de réindustrialisation. Et je trouve que les rapports RTE ou ADEME vont bien dans ce sens. Ils montrent qu'il y a différents scénarios si on veut limiter le phénomène de réchauffement climatique, et que selon le scénario qu'on choisit, on ne va pas prendre exactement les mêmes orientations, à la fois en termes d'industrie, parce que les niveaux de consommation ne sont pas les mêmes, de choix énergétiques et autres. Et l'autre chose, c'est que quand on désindustrialisant, on s'est déresponsabilisé sur le plan environnemental. C'est-à-dire qu'on se flatte toujours de notre bilan carbone, alors que le vrai sujet, c'est notre empreinte carbone, et qu'on a aussi, donc, dans l'empreinte carbone, on prend toutes les émissions importées. Alors, il ne faut pas être dans la flagellation, je ne dis pas il faut se flageller, etc., mais il faut avoir conscience de la réalité de notre empreinte environnementale. Et l'autre chose, c'est que nos choix pourrissent la vie d'autres. C'est-à-dire, notre choix d'avoir le téléphone dernier cri, il a des conséquences sociales et environnementales sur le pays où on fait des extractions minières en n'ayant aucun intérêt pour les conséquences environnementales et sociales. C'est pour ça que je trouve cette histoire de lithium passionnante, parce qu'il y a des tas d'arguments, y compris écologiques, pour effectivement rouvrir des mines sur notre territoire. Mais il y a aussi plein de réflexions que... Je ne crois pas qu'on y arrivera, en fait. Il y a plein de choses qui sont sous-entendues là-dedans. C'est avoir des réflexions sur les produits qu'on développe, c'est-à-dire avec moins de besoins dans ces matières premières critiques. C'est développer de vraies filières de recyclage avec peut-être une TVA qui est plus favorable aux produits recyclés qu'aux produits neufs. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde l'aluminium, c'est quelque chose qui se recycle globalement plutôt bien. Sauf que l'aluminium recyclé reste plus cher que d'aluminium neuf. Donc si on ne fait pas aussi un effort pour constituer ces filières qui nous permettraient d'aller dans le sens de notre autonomie, le serpent se tourne la queue. Donc c'est rassuré en disant... Sur l'aluminium, moi ce qu'on m'a expliqué, c'est que c'est 100% réutilisable. Oui, sauf s'il y a des mélanges de matières, je crois, des choses comme ça. Mais il y a de très bons experts d'aluminium. Globalement, c'est vraiment un truc, effectivement, d'où l'autre problème de la disparition des fonderies, c'est que l'aluminium est vraiment... En ce moment, j'ai une obsession fonderie, qui est toujours une obsession, mais j'ai aussi l'obsession électro-intensif avec le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, qui concerne les intrants. En fait, on risque plus de provoquer une nouvelle vague de désindustrialisation chez nous que de favoriser le développement industriel français des électro-intensifs, pour lequel on a un avantage compétitif par rapport aux autres. Juste un mot, puisque tu le dis, enjeu de décarbonation, donc baisse de 35% en 15 ans des émissions de gaz à effet de serre, conformément donc à la stratégie nationale bas carbone. La France propose un plan de 5,5 milliards d'euros. Priorité donc métallurgie, chimie, ciment. C'est 70% des gaz à effet de serre industriels, et 25 sites concentrent un tiers des émissions. Et c'est eux qui pourraient être effectivement impactés. Oui, mais notamment la sidérurgie. Et là, il y a un plan spécial pour transformer les modes de production, de telle sorte qu'on ferme les hauts fourneaux, mais pour ouvrir des aciéries électriques
qui produisent 4-5 fois moins de CO2. Donc, effectivement, il y a aussi des transformations des modes de production. De toute façon, les économistes, j'ai été un de ceux qui se sont le plus battus sur ça. On est tous d'accord depuis 15 ans sur la taxe carbone. Simplement, à chaque fois qu'on a essayé de la mettre en place en France, on veut charger la taxe carbone d'autres utilisations qui font que ça pète en vol. Exemple, quand on a voulu faire les péages pour les routiers sur autoroute, on s'est trouvé avec les bonnets rouges avant les gilets jaunes en Bretagne. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Les Allemands ont fait cette politique, il n'y a pas eu de problème. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé l'argent, une grande partie de l'argent récolté par les péages pour baisser d'autres taxes sur les transporteurs. Et nous, au moment de Ségolène Royal, on voulait utiliser l'argent des péages pour dépenser davantage sur les trains. Mais du coup, les producteurs, les transporteurs français se retrouvaient à payer ces péages et avec des coûts de production qui augmentaient. Donc, c'est pour ça que j'aime bien la façon assez terre-à-terre dont les Allemands travaillent quand ils font des sujets comme ça, c'est-à-dire qu'ils regardent l'intérêt de chacun des acteurs de la filière pour voir comment on peut faire en sorte que tout le monde y gagne. Allez, dernier point, juste pour parce qu'on n'aura pas le temps, on est au bout, mais il fallait quand même le dire, la relance de l'apprentissage, c'est... Là, pour le coup, c'est quelque chose d'important, non, Anaïs? C'est-à-dire, donc je crois que c'est 800 000 contrats signés sur l'année, on est sur des records. C'est évidemment d'abord l'artisanat, l'industrie, etc., qui forment ces apprentis. Donc là, il y a peut-être le départ d'un cycle vertueux qui va dans le sens de ce que tu dis, d'un choix de société et de choix systémique et de réflexion systémique. C'est clé, c'est-à-dire que l'industrie, on n'en a pas parlé, mais un des autres freins à la réindustrialisation, c'est le fait qu'on ait les compétences nécessaires pour faire tourner les usines, qu'on ait une appétence pour les carrières dans l'industrie. Et donc l'apprentissage est aussi un moyen de démystifier les métiers dans l'industrie et de montrer qu'il y a une multitude de carrières possibles. Il ne faut jamais sous-estimer la difficulté et la dureté de certains métiers. C'est-à-dire il faut pas... L'industrie, ce n'est pas que de la magie. Il y a un peu de magie, mais il y a aussi beaucoup de difficultés. Et l'apprentissage, c'est un moyen de montrer qu'il y a de très beaux métiers et de belles perspectives dans ce secteur. Là, Christian, non mais juste... Ce sont des réformes qui ont 2 ans à peine et qui donnent là des résultats immédiats, rapides. On peut parler de miracle, donc c'est une très bonne chose. La question, c'est évidemment que c'est la première étape. La deuxième étape, pour systématiser le bénéfice de la réforme de l'apprentissage, c'est évidemment de traiter la question des lycées professionnels. Dans le ministère que j'évoquais, industrie, énergie et recherche, il y a évidemment la formation et je propose que les lycées professionnels soient rattachés à ce ministère de l'Industrie à de telle sorte... On va gagner ça. Si. Bon, mais on est au bout, Christian. Oui, parce que on peut avoir des carrières qui restent... collées sur celle de l'enseignement général, mais les professeurs ne seront pas contre parce qu'ils auront beaucoup plus de moyens pour avoir les machines dernier cri pour former bien davantage. Et ça va avec une réforme de l'école primaire pour éviter d'envoyer des gamins qui ne savent pas lire, écrire et compter dans le lycée général. J'aurais pas dû relancer Christian Saint-Etienne sur son programme industriel. Les amis, merci. C'était Bismart. On se retrouve demain.